Adolf Hitler a passé l'hiver et une partie du printemps 1940 dans son nid d'aigle bavarois du Berghof. Pour lui, l'offensive scandinave ne constitue qu'un hors-d'œuvre. Sa vraie guerre est claire, il doit la déchaîner contre la France et la Grande-Bretagne. Le général Erich von Manstein a dénoncé le manque d'originalité. Staline est censé être l'allié de l'Allemagne, et cette position lui va d'autant mieux que son pays est loin d'être prêt à la guerre. Lors de l'invasion de la Pologne voisine, Staline a désespérément maintenu le statu quo. Adolf Hitler n'a jamais caché que l'Union soviétique était l'ennemi mortel du Troisième Reich. Il est le communisme. Les Aryens doivent conquérir les grandes steppes fertiles de l'Est, riches en matières premières. L'opération Barbarossa peut commencer. L'offensive se déploie sur 3 axes. Au nord, un corps d'armée doit envahir les États baltes et s'emparer de Leningrad. Au centre, un autre corps d'armée doit progresser vers Moscou. Le troisième, situé au sud, doit occuper l'Ukraine. Les généraux allemands sont restés bouche bée lorsque le Führer leur a exposé ce plan. Tous l'ont trouvé trop ambitieux, voire dangereux, car il obligera à l'éparpillement des forces, mais aucun officier n'ose faire part de ses doutes. Le 22 juin 1941, à 3h15 du matin, l'opération Barbarossa commence. À l'aube, la Luftwaffe attaque les terrains d'aviation soviétiques. Dans le même temps, les forces au sol montent à l'assaut. Les premières unités nazies franchissent la rivière Boug, frontière naturelle entre la Pologne et l'Union soviétique. Toutes les tentatives de contre-attaque russe sont irrésistiblement balayées. Malgré sa supériorité, l'armée rouge paraît totalement tétanisée par l'audacieuse manœuvre allemande. Le 29 juin, 7 jours après le début de l'invasion, 2 chars Panzer suffisent à capturer d'énormes forces russes près de la ville de Minsk. À Moscou, Staline s'est littéralement effondré en apprenant la nouvelle de l'offensive. Pendant plus d'une semaine, il s'est enfermé dans un mutisme total. Le 3 juillet, il réagit enfin et en appelle au patriotisme de son peuple. Il faut sauver la mère patrie. En Grande-Bretagne, Winston Churchill est plus nuancé à l'annonce de l'offensive. Bien sûr, cela signifie que son pays ne se battra plus seul. Le Premier ministre britannique annonce donc que tout ennemi de l'Allemagne nazie est un ami du Royaume-Uni. Mais il s'empresse d'ajouter « malgré nos différences politiques passées ». En moins d'une semaine, les Panzers sont à Smolensk. Moscou n'est plus qu'à 300 km et la route paraît ouverte. Il semble même que la capitale russe tombera avant la fin de l'été. Le plan fonctionne donc parfaitement. Mais il va falloir se battre contre un autre ennemi, le froid. Les troupes allemandes parties en guerre au cœur de l'été sont happées par l'hiver. Les tenues chaudes ne sont pas arrivées sur le front. La fière armée allemande gèle sur pied. Aux portes de Moscou, le corps d'armée du centre est paré pour l'assaut final. La capitale doit tomber, et vite. Le 4 décembre, les unités de pointe ne sont plus qu'à 26 km de la place Rouge.
Les radios crépitent. Des patrouilles de reconnaissance ont aperçu les dômes dorés du Kremlin. Les troupes de Staline ont été bousculées sur tout le front de l'Ouest. Mais la donne va changer. 30 divisions rejoignent aussitôt le front Ouest en empruntant le Transsibérien. Ces régiments sont parfaitement équipés et entraînés pour combattre dans le froid glacial de l'hiver russe. Au début du mois de décembre, plus de 500 000 hommes sont venus renforcer les troupes en position près de Moscou. Le 5 décembre, alors que les Allemands ont renoncé à prendre la ville, une violente contre-attaque les surprend. Hitler n'a qu'un mot d'ordre: arrêter la retraite. Les soldats allemands doivent combattre et mourir s'il le faut, là où ils tiennent le terrain. Et ça marche. La ligne allemande se stabilise enfin.